Et Michel Onfray, bonsoir, vous êtes philosophe. Quand le monde fait face à une réalité qu'il dépasse, quand la vie des êtres humains est en jeu, les questions d'ordre philosophique refont surface. Ainsi, cette période de peur, de panique, d'angoisse nous oblige à finalement remettre la pensée au centre de notre quotidien. Oui, mais vous savez, le philosophe que je suis va vous dire que c'est au quotidien et quoi qu'il arrive qu'il faut penser et réfléchir. Mais de fait, ce qui nous arrive actuellement nous contraint à penser quelque chose de plus vaste que nous habituellement. C'était retourner vers nous-mêmes, notre petit nombril, nos petites histoires, notre égotisme et notre narcissisme. Et d'un seul coup, on est obligé de penser de manière planétaire et surtout sous le signe de la mort, ce qu'on avait oublié de faire. Oui. Alors vous le savez, cette émission, c'est une ligne ouverte. Tout de suite, une question pour vous de Mike. Je voulais poser une question à M. Onfray. Pensez-vous que cette épidémie est un révélateur de l'état de la France ? Oui, tout est un peu allégorique et métaphorique, mais de fait, on a bien vu, y compris par exemple le porte-avions Charles de Gaulle, qui est un avion de combat, qui a eu des problèmes un peu depuis le début de son existence et qui revient chargé de marins touchés par le virus. Donc c'est assez terrible et ça raconte un peu ce qu'est la France. Et puis la façon qu'a eu le président Macron de gérer ou de ne pas gérer cette crise, c'est-à-dire d'aller tout de suite chercher les expatriés, de ramener tout de suite ces expatriés et de permettre aux militaires qui avaient fait cette opération de partir en permission, faire de telle sorte ensuite que 20 avions puissent chaque jour débarquer avec des Chinois qui arrivaient de Chine. Enfin, tout ça a été effectivement mal pensé, mal compris dès le départ et ça a été assez problématique et nous payons aujourd'hui cette façon de gérer les choses. Oui. Alors vous vous êtes exprimé à plusieurs reprises sur la gestion de la crise sanitaire que la France traverse. Vous remettez en cause les décisions prises pour enrayer l'épidémie de coronavirus et vous dénoncez notamment ce confinement, pour vous, selon vous, insuffisamment respecté. Non, c'est pas exactement ça. Je dis que le confinement qui n'avait pas été pensé, puis qui a été pensé, qu'il a été d'une part sur le mode peut-être bien que oui, peut-être bien que non, puis après c'est pour tout le monde, etc. C'est plutôt ça le problème. Je dis qu'il y a effectivement des zones de non-droit en France et que ces zones de non-droit ne sont pas devenues des zones de droit. Je pense aux banlieues et effectivement il y a des endroits où les confinations ne sont pas respectées. Par ailleurs, on est extrêmement zélé à l'endroit d'un certain nombre de personnes. Mon frère me rapportait que dans le village où il habite, une dame qui avait rédigé son autorisation de sortie avec un crayon à papier s'est fait verbaliser de 135 € parce qu'on avait estimé qu'elle pouvait effacer ce qu'elle avait écrit et falsifier son document. On se dit effectivement, si ce sont ces personnes-là qui sont dangereuses, alors que d'autres peuvent se permettre de transgresser la loi, c'est qu'effectivement le confinement n'est pas fait respecter. On ne fait pas respecter le confinement de la même manière partout dans le pays. Nous avons tout de suite une question de Carla de Paris pour vous. Bonjour, je m'appelle Carla, j'habite en banlieue parisienne et j'ai donc une question pour vous concernant le dépistage. Comment expliquez-vous que la France n'ait pas adopté les mêmes stratégies que l'Allemagne ? On a vu qu'Angela Merkel a tout de suite su faire face avec donc, le dépistage de masse. Taïwan a aussi également très vite réagi, mais malheureusement le rythme de dépistage français n'est pas comparable à celui de l'Allemagne, ce qui suscite l'indignation du corps médical. Michel Onfray. Oui, bonsoir. Oui, vous avez évidemment raison. Vous savez, il y a cette fable de La Fontaine d'un renard qui vise les raisins un peu plus loin et puis qui se dit « Oh, formidable, les raisins », il s'approche, puis quand il voit qu'il ne va pas pouvoir atteindre les raisins, il dit « Ces raisins sont trop verts ». Bien là, c'est la même chose. Nous n'avions pas de masque, donc les masques n'étaient pas nécessaires, donc nous n'avions pas de test de dépistage, donc le test de dépistage nécessaire. Et c'est parce que tout ce dispositif nous faisait défaut qu'on n'a pas été à la hauteur et que, idéologiquement, on a fait savoir que ce n'était pas nécessaire. L'Allemagne, effectivement, s'est comportée autrement, différemment. D'abord, il faudrait rentrer dans des détails un peu techniques. Je pense que l'Europe de Maastricht a été extrêmement favorable à l'Allemagne et extrêmement défavorable à la France, mais il y a eu une incapacité en France à dire qu'il fallait effectivement prendre le taureau par les cornes et décider que le dépistage se ferait de manière massive, ce qu'ont fait les Allemands, ils ont bien fait, que le confinement se ferait de manière précise, et c'est ce qu'il fallait faire également, avec un isolement particulier, il fallait faire de la haute couture d'une certaine manière, et on voit effectivement que ça a bien fonctionné en Allemagne, alors qu'en France, ces tergiversations, ces erreurs de départ, ce confinement généralisé, tout ça fait qu'on n'en est pas effectivement rendu au même endroit. Michel Onfray, le système hospitalier français est réputé comme l'un des plus performants d'Europe. Avec la vague épidémique survient alors que l'hôpital public traverse une crise sociale sans précédent depuis plus d'1 an, mettant finalement en tension des services qui fonctionnaient déjà à flux tendu.
Oui, bien sûr, mais ça, vous savez, il y a eu plus d'une année de manifestations et de grèves de la part des médecins qui travaillaient, les médecins, personnels soignants, infirmières, aides-soignantes, etc. Tous ces gens travaillaient et portaient un brassard pour dire qu'ils étaient en grève. Il ne faut quand même pas oublier cette période-là. Il ne faut pas non plus oublier l'arrogance de Macron et de tous les libéraux de droite et de gauche qui estimaient que tout de même, il ne fallait pas exagérer. Je veux dire quand même que depuis que 1983, Mitterrand s'est converti au libéralisme et 1992, Mitterrand s'est converti au traité de Maastricht, nous n'avons plus de souveraineté nationale en France et que ce sont les comptables qui font la loi dans les hôpitaux. Donc les comptables faisant la loi dans les hôpitaux, ça n'est évidemment plus la santé publique qui fait la loi. Et c'est ce que disait le personnel soignant jusqu'à ce que ce virus arrive. Et on découvre aujourd'hui que qui fait les masques, qui fabrique les masques, c'est pas l'État français, ce sont des gens qui sont à la retraite ou qui sont en confinement et qui recyclent des tissus pour faire des masques ou des surblouses pour les offrir au personnel soignant. C'est terrible de s'apercevoir que l'État a failli et que ce sont les individus qui sont en train d'essayer de pallier les carences étatiques. Alors il y a de nombreuses polémiques en France. Par exemple, les travaux du professeur Raoult avec les premiers résultats qui sont encourageants à Marseille, mais avec une absence de protocole éprouvé, et puis une question aussi bien éthique que scientifique. Doit-on prescrire ce fameux médicament, l'hydroxychloroquine? Vous n'avez pas l'impression que le professeur Raoult a été le catalyseur des revendications des Français? Oui, bien sûr, vous avez raison. C'est-à-dire que voilà quelqu'un qui disait oui, d'accord, il y a des protocoles, mais est-ce qu'on a le temps de mettre en route des protocoles pour voir si ça fonctionne dans 2 ans? Si dans 2 ans ça fonctionne, c'est bien. Si ça fonctionne pas, c'est bien aussi. Mais qu'est-ce qui se sera passé pendant les 2 ans? Et voilà quelqu'un qui nous dit on essaie tout de même. Moi, j'ai essayé, ça fonctionne, nous dit-il. Il est dans une logique empirique. C'est formidable, la logique empirique. Il n'est pas dans une logique idéologique. Il dit moi, j'ai essayé, ça fonctionne. Essayons. D'autres disent nous, on a essayé, mais il dit oui, vous avez essayé trop tardivement, et c'est parce que vous avez essayé tardivement que ça ne fonctionne pas. Il faut utiliser dans ces conditions-là, et c'est lui qui donne le protocole. Vous savez, moi, j'ai fait un infarctus en 1988. Ça s'est passé à Argentan, qui était un village de campagne, et il y avait du brouillard, on n'a pas pu m'embarquer en hélicoptère, et il y a un médecin qui, par téléphone, a dit « On peut essayer un protocole, ça n'est pas validé, ça peut vous sauver, ça peut aussi ne pas marcher, on peut avoir effectivement un problème, et qu'est-ce qu'on fait ?» Je dis « On y va, on essaie. » Et donc, effectivement, il y a des moments où il faut prendre des risques. On prend des risques en disant « Essayons ça, on n'a pas de protocole, d'accord, mais il y a urgence. » Alors, si on préfère respecter les protocoles et tuer les gens, ou alors dire on essaie de sauver des gens et puis tant pis pour le protocole, et même s'il y a des contre-indications, moi j'ai fait partie de ces gens qui, quand ils allaient en Afrique, utilisaient de la nivaquine, enfin on m'a demandé 8 jours avant, 8 jours pendant, 8 jours après, et je n'en suis pas mort. Donc bien sûr qu'il peut y avoir des torsades cardiaques ou ce genre de choses, bien sûr il y a toujours du danger à prendre des médicaments, mais je pense que quand on peut plus facilement sauver que tuer, il me semble que c'est cruel de ne pas écouter ce professeur. Alors assistons-nous à votre sens à une destruction du monde en cours, la mondialisation, l'interdépendance, finalement la mauvaise priorisation des fonds publics? Écoutez, c'est une grande leçon de choses, comme on disait dans mon enfance, c'est-à-dire que d'un seul coup, les gens comprennent ce que c'est la mondialisation, ce que ça veut dire la désindustrialisation française, ce que ça veut dire le défaut de souveraineté nationale. Tout ça, ça pouvait être un peu théorique quand on en parlait précédemment, mais quand on dit aux gens, mais vous savez, on a besoin de masques, mais les masques, ils sont produits en Chine, et actuellement en Chine, ils ont une épidémie. On se dit, d'un seul coup, effectivement, l'exemple est extrêmement parlant, on comprend ce que ça veut dire décentraliser. On comprend également que les pouvoirs de l'État ne sont plus là, c'est-à-dire l'État ne peut plus décider de dire, on rouvre une entreprise, on réquisitionne, il y a eu des fabrications de masques dans des usines, il suffit qu'on décide de les remettre en route, on n'en a pas la possibilité, techniquement c'est pas faisable, etc. Donc d'un seul coup, les Français découvrent que la perte de la souveraineté, c'est ça, c'est pas seulement une théorie politique, la perte de la souveraineté, c'est que nous ne disposons plus des moyens de faire face aux problèmes qui sont les nôtres. Ça s'appelle une épidémie, ça s'appelle le chômage, ça s'appelle l'effondrement de l'école, ça s'appelle l'effondrement de la santé publique, ça s'appelle l'effondrement de la culture ou je ne sais quoi. Nous ne disposons plus des moyens de reprendre en main ce qui nous permettrait de dire agissons politiquement. Nous n'avons plus le choix de faire une autre politique que celle du libéralisme qui ne connaît qu'une seule logique, c'est que le marché fait la loi. Une question maintenant de Tess qui nous vient de Paris. Écoutez. Bonjour, je m'appelle Tess, j'habite à Paris, j'ai une question à vous poser. Malgré le SRAS, le H1N1, nous ne sommes toujours pas prêts à affronter des épidémies. Nous n'apprenons pas de nos erreurs. Vous pensez que l'après de cette crise sanitaire sera différent? Michel Onfray. Alors, on peut apprendre des épidémies. Je veux dire que si vous lisez La peste de Camus, elle a été extrêmement documentée par des ouvrages scientifiques. Vous pouvez aussi lire le journal de La peste de Daniel Defoe, l'auteur de Robinson Crusoe, et on sait comment fonctionnent les épidémies. Mais
ce que je trouve sidérant, moi, dès le 28 janvier, j'étais sur un plateau de télévision en France et j'ai fait savoir que les Chinois n'étaient pas du genre à confiner une ville de 15 millions d'habitants s'il n'y avait pas vraiment péril dans la demeure. Et il y avait là sur le plateau un médecin qui nous a dit ce sera une grippette, etc., des éditorialistes qui disaient exactement la même chose. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne tire pas les leçons du réel parce qu'on ne veut pas voir le réel. Les gens sont dans une idéologie totale, plutôt que de dire si la Chine confine, c'est qu'il y a véritablement un problème. S'il y a un problème, préparons-nous à l'arrivée de ce problème. Pas du tout. On estimait que c'était une petite grippette, que c'était rien, que les gens pouvaient revenir, continuer, qu'on n'allait tout de même pas fermer les frontières, que c'était n'importe quoi, etc. Donc oui, vous avez raison. On ne tire jamais aucune leçon de rien, nulle part. On ne fait plus d'histoire. Ça me paraît normal. D'autant, Michel Onfray, qu'après cette crise sanitaire, il va falloir payer la facture économique et ce sont évidemment les ménages les plus modestes qui vont être le plus pénalisés. Bien sûr, vous avez raison. Regardez déjà dès à présent avec les assureurs. Ils sont formidables, les assureurs. Vous payez très cher. Et dès que vous avez un sinistre, on vous fait savoir que c'est pas du tout prévu parce que page 3, alinéa 5, avec la note 4, vous voyez très précisément que la condition à laquelle est arrivé votre sinistre ne fait que vous n'êtes pas couvert par l'assurance. Et les assurances sont en train de dire nous réfléchissons à la possibilité de créer des nouveaux contrats d'assurance qui nous permettront de garantir les gens pour les épidémies. C'est terrible ça. C'est-à-dire que vous payez très cher pendant très longtemps et le jour où il vous arrive quelque chose, les assureurs, les assureurs vous disent vous n'êtes pas couvert par ça. Donc oui, vous avez hélas raison, ce sont bien sûr les plus pauvres qui vont payer, il va y avoir des taxes, il va y avoir des impôts spéciaux, et puis tous ceux qui aujourd'hui sont dans les paradis fiscaux ne seront pas inquiétés, et tous ceux qui sont richissimes ne seront pas non plus fiscalement inquiétés, ça c'est évident. Alors vous avez lancé une université populaire confinée, celle-ci consiste en des publications quotidiennes gratuites sur vos sites ou bien vos réseaux sociaux portant sur un auteur ou bien une notion philosophique. Le confinement, pour vous, c'est le moment pour revoir ces fondamentaux ? Oui, parce qu'on a su dès le départ que ça durerait longtemps, et puis là on découvre que ça va durer probablement plus longtemps que prévu, et il faut avoir des projets, il ne faut pas être au jour le jour en disant je bricole ma journée, et puis on verra demain une deuxième journée, il faut partir sur des grands projets, et je disais qu'il y avait des grands projets du genre apprendre une langue, apprendre à jouer d'un instrument, découvrir le cinéma italien, enfin je ne sais pas, on peut multiplier les propositions, découvrir la poésie française, lire un roman, enfin lire un livre tous les jours, un roman, une pièce de théâtre, je ne sais quoi. Et j'avais dit aussi qu'on pouvait s'initier à la philosophie, que ça pouvait être une bonne occasion. Et comme il se fait que j'ai fait une université populaire pendant une douzaine d'années en Normandie, là où j'habite, et qu'on avait enregistré tout ça, qu'on avait fait des coffrets de CD avec mon éditeur sonore, Frémo, on s'est dit, Stéphane Simon, mon ami avec lequel on fait cette télévision et moi, qu'on pourrait peut-être mettre sur le site en direct tous les jours. Et justement, vous avez aussi lancé une revue populaire, une revue ouverte au débat, différents plumes de droite comme de gauche. Vous pensez que la presse est muselée en France ? Écoutez, Reporters sans frontières a hier donné son nouveau classement. La France était 32e. Et elle est maintenant 34e, c'est-à-dire qu'elle a perdu 2 places. Nous avons devant nous le Ghana, nous avons devant nous Samoa, nous avons devant nous un certain nombre de pays dont on n'imagine pas qu'ils sont meilleurs que nous. Oui, la liberté de la presse elle ne se porte pas bien en France. Vous avez une presse qui est possédée par une poignée de gens, et ces gens sont dans une logique idéologique, et dans cette presse-là, on dit souvent la même chose, on insulte souvent ceux qui ne pensent pas comme cette presse dominante. Donc oui, nous avons créé une revue, enfin un MOOC à proprement parler, qui s'appelle Front Populaire. C'est indépendant, c'est autonome, ce sont nos capitaux et rien d'autre, et puis capitaux des abonnés pour le coup. Et là, nous sommes libres, c'est-à-dire que nous n'avons pas envie de faire partie de ces 34% de gens qui n'honorent pas la presse. Fini le mainstream, Michel Onfray, merci.